C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons résumer notre premier cours du module de génétique pour cette deuxième année, le cours qui s'intitulera Organisation des génomes. Avant de commencer notre résumé, on remercie comme à notre habitude les enseignants et professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui professeur Chico Chammar, pour ce superbe support cours qui a été modifié slash amélioré et que normalement vous retrouverez en description idem sèche. Sans plus tarder, on peut commencer notre résumé avec l'introduction. Le génome se définit comme étant l'ensemble de l'information héréditaire qui va se transmettre d'une génération à une autre. L'information nécessaire à la constitution, nécessaire à la structuration des organismes, nécessaire à la structuration d'une cellule, d'un organite, d'une protéine, d'un élément fonctionnel, permettant ainsi l'apparition des caractères héréditaires. Ce génome-là peut aussi se définir comme étant un ensemble de gènes, un ensemble de caractère héréditaire qui va se transmettre de génération en génération. Cette information héréditaire, très importante pour la structuration et la constitution des organismes, des cellules et des organites, va être représentée par une molécule qui sera, dans la majorité des cas, l'ADN. L'ADN qui va être considéré comme étant le support moléculaire de l'information génétique, de l'information héréditaire, et ainsi représenter notre génome dans la plupart des organismes et des cellules prokaryotes et eucaryotes. Dans certains cas, pour certains virus, qu'on nommera les rétrovirus, ce génome, cet ensemble d'informations héréditaires, sera représenté par un ARN. Ce génome-là, qui est représenté donc par l'ADN, va être codé à travers un enchaînement et une séquence de nucléotides. Ces nucléotides-là peuvent donner un produit fonctionnel, peuvent coder pour une protéine ou nous donner un ARN fonctionnel. C'est ce qu'on appelle les séquences nucléotidiques codantes. On nommera entre autres les gènes. Et à l'intérieur de cet ADN, au niveau de ce génome, on possède également des séquences nucléotidiques qui ne codent pas, qui ne donnent pas de produits fonctionnels, qui ne donnent ni d'ARN, ni de protéines importantes au fonctionnement donc de notre organisme. Ce sont les séquences non codantes, de matériel non codant, qui avec les gènes et donc les séquences codantes, va constituer l'ensemble de notre génome. Le but de ce cours est donc de comprendre l'organisation de ce génome au sein des différentes espèces. Au niveau de la cellule prokaryote, spécifiquement au niveau des bactéries, le génome sera représenté par de l'ADN. Un ADN qui va former un seul chromosome unique circulaire. C'est le chromosome bactérien. Ce chromosome-là va baigner au niveau du cytoplasme sans interposition avec le milieu cytoplasmique, sans membrane nucléaire, formant ainsi ce que l'on appelle le nucléoïde. Quelques caractéristiques pour le génome prokaryote. Il va nous former donc un chromosome circulaire généralement unique avec une seule origine de réplication et des séquences codantes majoritaires constituant plus de 90% de notre génome. On parle de génome compact de par l'absence de séquences intergéniques. Le gène prokaryote est relativement continu, il n'est pas disloqué, il ne va pas présenter d'intron. On parle donc de séquences codantes sous forme de cistrons, séquences cistroniques. Ces gènes-là peuvent, chez plusieurs bactéries, chez plusieurs espèces prokaryotes, s'organiser sous la forme d'opérons, c'est-à-dire d'unités fonctionnelles où un ensemble de gènes vont être exprimés en même temps. Ils vont être transcrits en un seul ARNM polycistronique et ils vont être sous le contrôle de mêmes régulateurs. C'est le cas pour Escherichia coli qui possède des opérons comme l'opéron lactose qui est un opéron inductible. Plusieurs gènes de structure qui permettent donc de coder et de nous donner des protéines essentielles pour le métabolisme du lactose au niveau de cette bactérie. Donc, la bêta-galactosidase, la lactose perméase et la transacétylase, qui sont des enzymes importantes pour ce métabolisme chez Escherichia coli, viennent de 3 gènes de structure. LAC Z, LAC Y et LAC A. Ces 3 gènes de structure-là
vont travailler ensemble et en même temps. Ils sont sous le contrôle d'un seul et même promoteur, sous le contrôle de même séquences régulatrices permettant une expression commune en même temps, une transcription en un seul ARNM polycistronique et une traduction pour donner leur produit quasiment en même temps. Bien sûr, le site promoteur, site qui permet à l'ARN polymérase de s'attacher au niveau de ce site-là et ainsi d'initier, d'orienter la transcription de ces trois gènes en même temps. On a un site, une séquence régulatrice que l'on nommera l'opérateur, permettant l'insertion de répresseurs, lui-même structure qui lui-même vient d'un gène de régulation, le LAC-I, qui permet donc d'inhiber l'expression de ces gènes de structure, et il va être lui-même inhibé par la présence de lactose. On dit que ces gènes de structure, cet opérant-là, est inductible, son travail est induit par la présence de lactose qui va inhiber ce répresseur sous forme tétramérique et permettre à l'ARN polymérase de continuer son chemin et de transcrire, d'exprimer ces trois gènes de structure essentiels au métabolisme de Escherichia coli. Nous avons également au sein de la cellule prokaryote d'autres molécules d'ADN qui sont distinctes du chromosome bactérien que l'on appellera les plasmides, donc des molécules d'ADN avec une structure plus ou moins similaire, bicaténaire, deux brins qui vont être complémentaires et qui auront généralement une forme circulaire. Ils restent non essentiels à la survie de la cellule avec une réplication autonome et ils sont énormément trouvés chez les bactéries et aussi chez d'autres micro-organismes. Ils sont entre autres responsables de la résistance aux antibiotiques. L'ADN prokaryote, l'ADN bactérien entre autres, peut exister à un état relâché, à un état linéaire, pas juste à un état circulaire. Et dans cet état linéaire, on peut observer que l'ADN va toujours avoir une forme en double hélice, de par ce début de compaction. Cette double hélice-là peut s'enrouler davantage sur elle-même, sur l'axe de la double hélice. On parle de super-enroulement positif si c'est dans la direction de l'enroulement des doubles hélices, ou encore de super-enroulement négatif si c'est dans le sens contraire de la double hélice. Les enzymes responsables de l'enroulement ou du désenroulement de notre ADN est ce que l'on appelle les topoisomérases, permettant de distinguer, entre autres, des molécules d'ADN qui ont la même structure, mais qui ne diffèrent uniquement que par le nombre d'enroulements, d'enlacements. C'est ce qu'on appelle les topoisomères. Ces enzymes-là, bien sûr, vont modifier l'enlacement des brins grâce à la coupure d'un ou de deux brins d'ADN, permettant ainsi de tordre ou bien de détordre les deux brins d'ADN, permettant ainsi de défaire les supertours. Elles ont d'abord été mises en évidence chez les prokaryotes, puis elles ont été observées chez les eucaryotes. Leur importance est très grande pour des phénomènes comme la réplication ou la transcription, où l'ADN, qui est sous forme compacte, doit se détordre et être décompacté, être à l'état relâché pour s'auto-permettre la transcription, la réplication en étant accessible à la machinerie enzymatique et protéique. On peut distinguer deux types de topoisomérase. La topoisomérase de type 1 qui va couper un seul brin avec une rupture de liaison phosphodiester. Elle déférera uniquement les supertours négatifs sans utiliser d'énergie et va permettre d'avoir un ADN à un état relâché comme présent sur ce schéma de gauche. Le type 1 coupe un seul et unique brin permettant de défaire le super-enroulement et ainsi d'ouvrir davantage et de relâcher, de décondenser davantage notre ADN. En revanche, les topoisomérases de type 2 vont couper les deux brins en même temps, peuvent défaire les deux supertours, positifs et négatifs. Elle va utiliser de l'ATP, donc elle a une fonction ATP asique, et elle est présente chez les bactéries comme chez Escherichia coli, sous le nom de DNA gyrase. Visible sur ce schéma, donc symbolisé par un ciseau, elle va couper les deux brins, donc bleu et rose, permettant ici d'enrouler l'ADN et de modifier l'état d'enroulement, l'état de compaction de cette molécule, de cet acide nucléique.
L'intérêt de la compréhension et de la connaissance de ces topoisomérases et de leur fonctionnement, c'est à but thérapeutique. On peut donc imaginer des traitements et des stratégies thérapeutiques comme des traitements anticancéreux en inhibant ces enzymes-là, en inhibant leur travail grâce à la compréhension de leur fonctionnement. L'acide nalidixique, par exemple, va inhiber la gérase des bactéries. L'UP16 est un inhibiteur de la topoisomérase 2 ou bien le Taxol est un inhibiteur de la topoisomérase 1. Ce sont de nombreux exemples qui permettent donc d'imaginer des stratégies thérapeutiques pour traiter certains états pathologiques. On passe désormais au génome eucaryote, plus précisément le génome humain, qui lui va être un peu plus complexe. Le génome eucaryote, surtout humain, va se diviser en deux compartiments, en deux parties. Un génome présent au niveau du noyau, c'est le génome nucléaire. Il représente la majeure partie de l'information héréditaire, de l'information génétique, et un génome mitochondrial se trouvant dans la mitochondrie, se transmettant uniquement par la mère, par l'hérédité maternelle seulement. On peut citer pour les cellules végétales la présence d'un ADN chloroplastique au niveau donc des chloroplastes صانعات الخضراء. Quelles sont les caractéristiques du génome nucléaire eucaryote de manière générale? Alors, le génome eucaryote de manière générale au niveau du noyau va bien sûr se disposer dans le noyau. Il aura une taille beaucoup plus importante que le génome prokaryote, 3 milliards de paires de bases. Il va se disposer au cours de la mitose en plusieurs chromosomes. Pour l'homme, on a 23 paires de chromosomes qui vont être détaillées par la suite. Elle présente plusieurs origines de réplication de par la taille immense de ce génome-là. Et les gènes qui sont présents dans le génome nucléaire eucaryote auront un aspect disloqué. On parlera de séquences codantes à l'extérieur, ce sont les exons, et de séquences internes non codantes qui sont immiscées à l'intérieur des gènes, des véritables intrus que l'on appellera les introns. Le génome est bien sûr caractérisé par beaucoup de régions non codantes, des régions intergéniques qui ont encore une fonction inconnue. Et pour pouvoir compacter et mettre tout ce génome, cette taille immense d'ADN dans le noyau, on est obligé d'avoir une organisation en chromatine. La chromatine n'est donc rien d'autre qu'un état d'organisation de l'ADN nucléaire qui répond à un problème. Comment stocker l'ADN? L'ADN est très très grand, 2,5 mètres. Pour le mettre dans un noyau de 5 micromètres, il faut compacter. On est face à une nécessité de compacter et de condenser cet ADN. Comment? En enroulant l'ADN autour de protéines qu'on appellera des protéines histoniques, permettant ainsi la compaction, la condensation à l'intérieur du noyau, donnant naissance à une substance, à la substance présente à l'intérieur du noyau qui est la chromatine. Cette chromatine est visible en microscopie électronique au niveau du noyau d'une cellule en interphase sous deux formes. Une forme condensée, foncée, une forme riche, donc dense en électrons, c'est l'hétérochromatine, et une forme beaucoup plus claire, peu condensée, qui va porter le nom de chromatine. Bien sûr, on a la possibilité de passer d'une forme à une autre en modifiant l'état des protéines histoniques. Cette chromatine va, pendant la mitose, pendant la division cellulaire, se condenser davantage, donnant naissance à des structures plus complexes, plus identifiables et étudiables qui sont les chromosomes. Ces chromosomes-là, au niveau d'un génome humain, vont être répartis donc en 23 paires, c'est-à-dire en 46 chromosomes. 22 paires seront des autosomes, des chromosomes non sexuels qui sont homologues, ayant la même structure, et une paire sera consacrée aux chromosomes sexuels avec deux types, le chromosome X et le chromosome Y. Comme on l'a dit, la taille du génome nucléaire et humain est très très grande, 3,2 milliards de paires de bases avec des bases différentes, A, T, G, C, qui permettra de constituer le code nucléaire, qui permettra donc de constituer un code, un langage qui sera traduisible vers un langage protéique donnant naissance à des protéines fonctionnelles nécessaires à la structuration et à la constitution des cellules et des organites. On a environ 25 000 gènes, 25 000 caractères, informations héréditaires présentes au sein du génome. Ça semble beaucoup, mais ça ne représente que 1,5% du génome. Le reste du génome
est constitué de zones qui ne sont pas codantes, avec plus de 40% de séquences qui se répètent. Donc, au niveau d'un chromosome, si on prend la structure d'un chromosome, on remarquera la présence donc d'un centromère au centre, de deux télomères, les extrémités des chromosomes, qui eux-mêmes sont constitués, avec le centromère, de zones, de séquences non codantes très répétitives, donc d'hétérochromatines très condensées permettant la structuration du chromosome et la protection du génome, ou bien de sa partie surtout codante. Entre télomère et centromère, on retrouvera bien sûr des séquences nucléotidiques, des séquences d'ADN qui peuvent être non codantes, très répétitives, des séquences non codantes modérément répétitives, ce que tu vois en numéro 3 et en numéro 4, des origines de réplication en numéro 6, et surtout des gènes en numéro 5 qui représentent une petite partie uniquement de notre séquence génomique, notre séquence d'ADN. Donc on peut diviser et organiser le génome humain d'abord de manière fonctionnelle en deux grandes parties. Ce qui est apparenté aux gènes, donc les séquences d'ADN qui sont apparentées aux gènes et qui comprennent les gènes, 900 mégabases parmi les 3000 mégabases, parmi les 3 milliards de paires de bases du génome humain. Ces gènes-là et ces séquences apparentées se divisent en deux. L'ADN codant, donc les gènes à proprement parler, les exons des gènes à proprement parler, 90 mégabases seulement, et l'ADN non codant qui va se diviser en introns, les intrus qui sont immiscés à l'intérieur des gènes, les fragments de gènes et les pseudogènes, des séquences nucléotidiques qui ressemblent trait pour trait aux gènes, mais qui sont non fonctionnels de par des modifications qui sont arrivées, l'absence de cadre de lecture, trop de codons stop, pas de codon méthionine AUG pour permettre le début de l'expression génique ou autre. La deuxième catégorie va constituer ce qu'on appelle l'ADN extragénique, donc les séquences intergéniques qui ne sont pas apparentées aux gènes. Là, on aura de l'ADN à copie unique, 1680 mégabases à peu près, et l'ADN répété qui peut être divisé en deux groupes. Les répétitions localisées en région, les répétitions l'une après l'autre, et les répétitions en tandem. On citera l'ADN satellite, mini-satellite et microsatellite, et les répétitions interspersed, intercalées, qui sont donc éloignées les unes des autres. On citera les éléments sign, line, transposons et LTR. Donc pour structurer l'ADN, on structure d'abord selon la nature répétitive, donc des séquences nucléotidiques. On citera donc l'ADN très répété, l'ADN moyennement répété, l'ADN non répété. L'ADN hautement répété va constituer des séquences de plus de 10 puissance 5 copies. On tourne aux alentours des 500 000 copies de ces séquences nucléotidiques. Par exemple, l'ADN satellite, présent au niveau des centromères et des télomères, représentant environ 10% du génome humain. L'ADN moyennement répété, lui, va constituer des séquences beaucoup plus présentes au niveau du génome que l'ADN hautement répété, 20 à 30% du génome, moins de copies, une centaine de copies, donc 10 puissance 2, donc 100, jusqu'à 10 puissance 5 copies, qui va être constitué d'un nombre de nucléotides très variable, qui peut aller de quelques centaines à quelques milliers de nucléotides. On va les classer en deux familles, celles qu'on a vues au niveau du schéma, les séquences répétées en tandem et les séquences répétées dispersées. Pour les séquences répétées en tandem, on parle de mini-satellites, de micro et de copies multiples, c'est-à-dire des gènes d'ARN. Les mini-satellites ont des séquences de 10 à 25 paires de bases, très importantes en médecine légale pour les empreintes génétiques. Les microsatellites, eux, sont beaucoup plus petits, micro, 1 à 5 paires de bases. On parle parfois de 10 nucléotides, car on peut avoir que 2 nucléotides qui se répètent. Et bien sûr, des gènes ARN, ARNT, ARNR qui peuvent être recopiés plusieurs fois et avoir des répétitions en tandem. Les gènes ne sont pas uniquement des séquences uniques. On peut avoir des gènes qui se répètent plusieurs fois. Les séquences répétées dispersées, vont être eux aussi classées selon leur mode selon leur nombre de nucléotides, leur nombre de répétitions, ou encore selon leur mode d'organisation. Les sign, les short, interspersed nuclear elements, blocs de 130 à 500 paires de bases, les line, les long, beaucoup plus longues, 5 à 7000 paires de bases, les éléments LTR, quelques milliers de paires de bases avec 400 000 copies, et les transposants qui sont aux alentours de 300 000 copies. L'ADN non répété, lui, va constituer donc des séquences plus ou moins uniques,
qui peut aller de 40 à 70% du génome, on tourne aux alentours des 50 à 60% de notre génome. Une bonne partie de cet ADN va constituer ce qu'on appelle des gènes. Ils vont être transcrites pour donner des ARN et éventuellement traduites si ce sont des gènes codant pour des protéines. Dans une cellule donnée, on n'a que 3% de l'ADN qui est non répété, qui va être transcrit. Donc c'est une portion marginale de notre génome. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire que tous les gènes sont non répétés. On a une bonne partie de gènes qui sont transcrits, qui ne sont pas uniques. On parle des gènes des histones qui sont répétés, on parle des gènes spécifiant des ARN T et R qui sont répétés, moyennement répétés. On parle de familles multigéniques, plusieurs gènes qui ont donc des familles, qui ont donc plusieurs doublons, donnant des produits légèrement différents entre ces gènes-là. Remarque, on peut définir une nouvelle notion que l'on appelle l'ADN intercalaire, qui va prendre en considération tous les fragments et les séquences d'ADN qui sont présents entre les séquences codantes. On parlera des régions qui sont transcrites mais non traduites, ce sont les régions UTR, 5', 3'. On parlera des introns, des intrus à l'intérieur des gènes. On parlera des pseudogènes qui auraient pu être fonctionnels mais qui ne le sont pas. On parlera aussi des séquences répétées qui sont non fonctionnelles. Voici un schéma qui récapitule l'ADN répétitif entre hautement répétitif, représenté par l'ADN satellite en bleu, et le moyennement répétitif qui peut être représenté par les répétitions en tandem de type micro-mini-satellite, les copies multiples des gènes à ARN et les répétitions dispersées comme les rétrotransposants SINE et LINE. Pour classer de manière fonctionnelle les séquences d'ADN qui nous intéressent, les séquences codantes, les séquences qui vont nous donner des produits qu'on appelle les gènes, on va les classer en 3 classes. Classe 1, classe 2 et classe 3 selon le produit qu'ils vont donner. Les gènes de classe 1 sont transcrites par la polymérase 1, l'ARN polymérase 1. Elle va nous donner des ARN ribosomaux, 3 ARN du ribosome, les ARN 28S, 18S et 5,8S, qui sont rassemblés en groupes, qui sont répétés, qui peuvent dépasser 200 copies. Elles font partie de l'ADN moyennement répétitif. Les gènes de classe 2 sont les gènes majoritaires dans notre génome. Elles vont être transcrites par la polymérase de type 2, l'ARN polymérase de type 2, la plupart du temps unique, sauf pour les gènes, pour les histones, et elles vont coder une protéine. Donc leur produit fonctionnel sera bien sûr un peptide ou bien une protéine. Dans ces gènes de classe 2, on peut citer des familles de gènes qui peuvent donc être répétées, qui sont un ensemble de gènes qui vont nous donner la même protéine avec quelques différences. Donc elle va coder pour des protéines légèrement analogues. Ces différences de protéines vont être utiles selon l'état de développement de l'organisme. À l'état embryonnaire fœtal, je peux avoir un type de bêta-globine par exemple, et à l'état adulte, j'aurai un autre type de bêta-globine comme un autre exemple. Les deuxièmes gènes qu'on peut citer au niveau des gènes de classe 2, ce sont les gènes domestiques, les housekeeping genes. Ce sont des gènes qui vont s'exprimer dans absolument toutes les cellules. Pourquoi? Parce qu'elles vont coder pour des protéines indispensables à la survie des cellules, comme les enzymes de la glycolyse, de la respiration cellulaire ou d'autres métabolismes. Les pseudogènes peuvent rentrer dans la classe des gènes de type 2. Ce sont des gènes de type 2 qui ont des séquences nucléotidiques qui ressemblent énormément aux vrais gènes, mais qui sont non fonctionnels de par de nombreuses modifications, de mutations ou d'autres types de modifications. Les conséquences de ces modifications-là, ça peut être un excès de codon stop, ne permettant pas l'expression de ce gène-là, ou encore l'absence de régions promotrices, régulatrices, ou encore l'absence de codon méthionine permettant l'initiation de l'expression génique. Les derniers gènes, qui sont les gènes de classe 3, sont transcrits par la polymérase de type 3. Elles donneront des ARNT. Elles sont elles aussi répétées en tandem et font partie de l'ADN à répétition moyenne, à répétition intermédiaire. On peut avoir une autre définition pour le gène. Au-delà de dire que c'est une portion d'ADN, une portion de notre génome qui va nous donner un produit fonctionnel, comme une protéine, donc qui va nous coder une protéine ou bien qui va nous spécifier un ARN fonctionnel de type ARNT ou ARNR, certains auteurs définissent le gène comme un fragment d'ADN qui a une fonction connue. Ce qui fait que, en plus des gènes protéiques et spécifiant les ARN que l'on connaît, qui sont des types de gènes fonctionnels que l'on a classés, on peut faire rentrer dans la définition de gènes les gènes régulateurs, les séquences régulatrices, qui sont
tous les éléments fonctionnels de notre génome, de notre ADN, qui ne font pas partie de ces gènes structuraux, qui ne font pas partie des gènes qui nous donnent une protéine ou bien qui nous donnent un ARN fonctionnel. Pour l'organisation du gène au niveau donc, de la cellule eucaryote, principalement au niveau de la cellule humaine, on verra que le gène à proprement parler va consister en une séquence codante divisée en exons et en introns. L'exon va constituer ce qu'on appelle les séquences codantes. Le gène commence par un exon et se termine par un exon. Au sein de ce gène, on aura des intrus, des véritables introns, des séquences non codantes qui seront transcrites, mais qui ne seront pas traduites et qui ne seront même pas gardées dans l'ARN messager final, parce qu'on les enlèvera à travers un mécanisme que l'on appellera l'épissage de notre ARN. Dans le premier et le dernier exon de notre gène se trouveront des séquences que l'on voit ici en marron qui ne resteront pas dans l'ARN, dans la séquence codante d'exon en bleu. Ce sont les régions transcrites mais non traduites qu'on appelle les untranslated regions, qui sont les séquences UTR, qui possèdent des séquences qui possèdent donc des signaux permettant d'avoir d'autres modifications co-post-transcriptionnelles pour l'ARN messager, permettant sa maturation, entre autres l'adoption d'une coiffe, donc le capping au niveau de l'extrémité 5', pour protéger cette extrémité, et la présence, ou du moins le recrutement, de plusieurs nucléotides poly-A, donc une polyadénisation au niveau de l'extrémité 3', permettant de protéger cette même extrémité. En amont du gène à proprement parler, donc avant le gène à proprement parler, les séquences d'ADN qui ne sont pas codantes, juste avant le gène, vont constituer ce qu'on appelle des séquences régulatrices. Ces séquences régulatrices peuvent être juste à côté du gène, comme le promoteur, qui va être le lieu de fixation de l'ARN polymérase et permettre d'orienter la transcription. Cette région, cette séquence promotrice, va être constituée de plusieurs séquences qu'on appelle les séquences consensus, comme la boîte TATA ou encore la boîte CAT. Ce sont des séquences TATA ou bien CCAAT qui vont permettre d'orienter l'ARN polymérase pour lui dire attention, dans 25 paires de nucléotides ou encore dans 80 paires de nucléotides, tu auras le début d'un gène et tu vas devoir commencer la transcription et initier l'expression de ce même gène. Un peu plus en arrière du gène, un peu plus loin du gène, on peut avoir d'autres séquences régulatrices permettant l'attachement de complexes protéiques, de facteurs de transcription, qui sont les enhancers et les silencers. Donc les enhancers sont des activateurs, donc des séquences régulatrices permettant d'activer la transcription, on parle de transactivateurs, ou bien les silencers qui sont des séquences régulatrices eux aussi, mais qui vont inhiber et stopper donc la transcription et l'expression de ces gènes. Un petit mot pour l'ADN mitochondrial, qui est considéré comme étant le 47e chromosome au niveau du nombre et le 25e au niveau de la structure. Rappelle-toi qu'on a 23 qu'on a 22 paires d'autosomes avec en plus de 2 chromosomes sexuels. Donc ça nous donne 24 d'un point de vue structurel, et le 25e va constituer ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Le génome va être constitué de 16 000 nucléotides environ, avec 37 gènes, 13 qui vont coder pour des polypeptides importants, intéressants pour la mitochondrie, 2 qui vont spécifier des ARN R, ARN 12S et 16S, et 22 qui vont coder pour des ARN T. Le génome mitochondrial ne possède pas d'intron, les gènes sont donc continus, il y a très très peu de régions intergéniques et la plupart du temps les séquences nucléotidiques se chevauchent entre eux. Donc on parle de gènes qui sont chevauchants. Faut quand même garder en tête que la majorité des protéines qui sont nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie sont importés le génome nucléaire et non pas directement conçu par le génome mitochondrial. On termine avec une petite comparaison entre l'ADN eucaryote et prokaryote, bien sûr. La taille, l'eucaryote est beaucoup plus grand que le prokaryote. L'eucaryote possède un vrai noyau avec une membrane nucléaire, plus de chromosomes. La structure circulaire est spécifique au prokaryote et la présence d'introns est spécifique à l'eucaryote. C'était tout pour ce résumé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.